Alors bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord remercier l'association Joussour et sa présidente, Madame Ghariani, et mon ami Simon Bouchrara pour cette sympathique invitation à cette rencontre assez précieuse et assez intéressante. Bon, j'ai donné la... Ah, elle est là, d'accord. Alors, j'ai changé un peu le titre, excusez-moi, en mettant les lagunes tunisiennes, un patrimoine naturel national à sauvegarder. Alors, ces lagunes, les lagunes tunisiennes, constituent une grande partie des zones humides, elles font partie des zones humides, et dans ces lagunes, l'homme donc a pratiqué la pêche et le ramassage des organismes aquatiques pour s'en alimenter depuis plus de 2 siècles. Ainsi qu'en témoignent les découvertes archéologiques récentes, et notamment la présence donc de fabriques à pourpre à partir de coquillages et donc des ustensiles pour la salaison et qui datent de l'époque romaine. Alors, non, vous retournez. Alors, ces espaces naturels qui sont remarquables par leur diversité aussi bien biologique qu'écologique forment un riche patrimoine d'un intérêt exceptionnel en raison de leurs caractéristiques originales. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de ces caractéristiques. La suivante, s'il vous plaît. Leur paysage remarquable. Et je voudrais insister ici que la valeur paysagère, c'est une des valeurs de la biodiversité. Aussi, l'alternance originale du régime hydrologique spécifique avec un système laguno-lacustre qu'on rencontre dans la lagune de l'Ischgl. Et sur cette diapositive, donc, vous voyez à droite qu'avant la construction des barrages, bien entendu, parce que maintenant l'Ischgl est en péril à cause de cette construction de barrages, et quand il y a les apports d'eau douce pendant la saison humide, il y a une baisse de la salinité, une augmentation du niveau, et l'Ischgl, qui devient un lac d'eau douce, va se déverser dans la lagune de Bizerte. Par contre, quand il y a, durant la saison sèche, donc avec l'évaporation, l'absence de précipitations, la salinité augmente, le niveau baisse, et l'Ischgl devient donc une lagune saumâtre qui reçoit l'eau marine de la lagune de Bizerte. Donc cette dualité, c'est une originalité qui a fait de l'Ischgl donc une lagune très célèbre. Et d'ailleurs, elle se distingue par rapport aux autres lagunes tunisiennes par la présence d'une espèce d'eau douce, de poisson, une espèce de poisson d'eau douce qu'on appelle le barbeau, qui a disparu après la construction de barrages et des périodes donc prolongées de sécheresse. La suivante. Aussi par la végétation typique, donc toujours de la lagune je prends comme exemple la lagune de l'Ischgl, et qui est la principale source de nourriture pour les oiseaux migrateurs. La suivante, s'il vous plaît. Là, vous avez aussi la richesse ornithologique. Il n'y a pas que la lagune de l'Ischgl qui est riche en oiseaux aquatiques. Donc, nos lagunes abritent de nombreux oiseaux aquatiques. Et l'Ischgl, par exemple, c'est un site d'hivernage pour 180 000 à 230 000 oiseaux d'Europe et d'Afrique. La suivante. Autre caractéristique originale, c'est les espèces et les habitats remarquables de ces lagunes. Par exemple, une formation récifale qu'on rencontre qui est
formés par une algue calcaire et qu'on rencontre dans la lagune de l'Biben et qui fait 14 kilomètres de long. Il s'agit d'un monument naturel qui est le résultat d'un processus de construction donc très long qui a nécessité plusieurs siècles. La suivante, s'il vous plaît. Et il y a aussi la Posidonie qui est présente dans nos lagunes avec ses paysages remarquables et surtout cette Posidonie se présente sous des formations donc particulières qu'on appelle le micro-atoll et qui ne sont répertoriées que dans de rares localités méditerranéennes. Et cette Posidonie, avec ses formations particulières, constitue, avec l'algue calcaire que je présentais avant, l'élément patrimonial le plus caractéristique de cette lagune. La suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi les engins de la pêche précautionnelle qui sont utilisés dans nos lagunes et qui sont du type donc piège et pêcherie artisanale fixe qui font un prélèvement qui garantit la pérennité des ressources parce qu'il s'agit d'engins vers lequel le poisson donc se déplace. Au hasard de ses déplacements, il est pris dans ces engins. Contrairement à ce qu'on appelle les arcs traînants, qui vont labourer donc le fond et ramasser tout sur leur passage et arracher même la végétation. Donc là, dans ces lagunes, nous avons des engins qu'on qualifie d'engins de pêche précautionnelle. La suivante, s'il vous plaît. Alors, par exemple, parmi les pêcheries fixes artisanales, nous avons la pêcherie de l'Biben. On appelle ces pêcheries bordig ou delin, l'arbi. Donc, c'est la plus grande pêcherie de Méditerranée et probablement du monde avec 3,6 km de long. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il s'agit pour ces engins d'un héritage d'anciennes pratiques basées donc sur une exploitation durable des ressources naturelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui constituent des éléments importants du patrimoine culturel. La suivante. Alors, en raison de ces originalités, nos lagunes, donc, ont eu différents labels nationaux et internationaux. Par exemple, à titre d'exemple, le Parc national de l'Ischgl, qui est l'un des rares sites au monde inscrits dans 3 conventions internationales, comme vous le voyez, réserve de biosphère, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et site Ramsar. Mais 5 autres lagunes sont labellisées en tant que site Ramsar, c'est-à-dire des zones humides d'importance internationale, notamment pour la conservation des oiseaux, et vous voyez sur le tableau, donc il s'agit de Raramel, Hildiben, Bougrara, Tunis Nord et Tunis Sud. La suivante, s'il vous plaît. Mais en dépit donc de leur statut de zones humides labellisées et de leur rôle de réservoir exceptionnel de biodiversité, nos lagunes continuent à subir les effets néfastes subis, parce qu'il y en a 2 qui ont été assainis, Tunis Nord et Tunis Sud. Il y en a une où il y a eu quelques aménagements, mais elle n'est pas totalement assainie, c'est Bougrara. Donc les autres continuent à subir les effets néfastes des diverses pressions anthropiques. Alors ces pressions, je les cite rapidement, la réduction des apports d'eau douce dans l'Ischgl et ses conséquences, c'est la salinisation, la disparition de la végétation clé, donc qui permet aux oiseaux migrateurs d'hiverner dans l'Ischgl. C'est aussi, tout à l'heure j'ai cité la disparition donc de cette espèce de poisson d'eau douce, etc. D'ailleurs, en 1996 et jusqu'à 2006, l'Ischgl a été classé dans le patrimoine mondial en péril. Et là, je crois que on va aussi d'être classé, étant donné toutes les perturbations, après avoir mis en service 5 barrages et le 6e est en cours de l'être.
Alors, la deuxième pression anthropique, c'est la pêche excessive, qu'on appelle surpêche à El Biben, et l'épuisement des ressources. Alors, El Biben, depuis 2011, a vu se succéder différents concessionnaires privés, et ces concessionnaires, donc, avec un cahier de charges dont on a supprimé la nécessité d'utiliser des barques à rames, ces concessionnaires donc font avec les pêcheurs privés, on a donné aussi des autorisations à des pêcheurs privés, utilisent des barques motorisées, des engins prohibés, ont augmenté l'effort de pêche, ils pêchent donc plus, et l'aire de pêche et aussi la période de pêche. Donc El Biben, en 1964, la production annuelle était de plus de 600 tonnes, aujourd'hui la production est de moins de 100 tonnes. S'il vous plaît. Et aussi la pollution par les rejets, donc domestiques, industriels, agricoles et aquacoles, avec toutes les conséquences. À présent, les lagunes donc figurent parmi les zones humides fortement dégradées. Donc, mis à part donc les deux qui ont été réhabilités, donc Tunis Nord et Sud, et Bourrara qui était relativement aménagé. Donc les autres, et El Biben qui ne montre pas tellement donc d'effets de pollution, les autres, comme vous le voyez, donc vous avez les types de rejets dominants dans chacune de ces lagunes, dans la première colonne. Au milieu, vous avez l'état de l'écosystème, ils sont tous dégradés, voire fortement dégradés, et puis le type de pollution qui en découle dans ces espaces, donc comme je l'ai dit au départ, malheureusement remarquable. La suivante. Alors pourtant, donc la valeur socio-économique et patrimoniale et le rôle de réservoir de biodiversité de ces lagunes, donc devrait inciter l'ensemble des acteurs à œuvrer pour la réhabilitation de ces milieux, pour la mise en place d'un réseau de surveillance et de suivi qui fournit régulièrement un diagnostic de l'état des lagunes permettant d'anticiper au mieux leur dégradation, la sensibilisation des pêcheurs en vue d'améliorer leurs pratiques et diminuer l'impact de leurs activités sur le milieu, et la sensibilisation des populations riveraines afin de jouer le rôle de sentinelle de l'environnement. Parce que ces populations riveraines, souvent, elles manquent d'informations réelles, scientifiques et réelles. D'ailleurs, dans la lagune de Harmbel, il y a eu en 2000 une étude de diagnostic qui a conclu à l'ouverture d'une communication, d'une deuxième communication entre la mer et la lagune. Eh bien, savez-vous que les pêcheurs s'y opposent? Parce qu'ils disent, ça va mariniser la lagune, ça va être la mer. Or, les poissons qu'ils pêchent dans la lagune sont des poissons qui entrent à l'état jeune, à l'état juvénile de la mer, qui grossissent dans la lagune où ils les pêchent. Donc, normalement, ils doivent accepter pour que la lagune, donc, il y ait pour que les masses d'eau puissent se renouveler et pour que la lagune, donc, retrouve sa bonne santé. Or, ce sont les pêcheurs qui s'y opposent. La suivante, s'il vous plaît. Mais la mise en place de ces mesures est-elle possible? Et là, j'ai tiré deux conclusions d'une excellente thèse qui a été effectuée donc sur les problèmes donc sur le problème de coordination, sur le problème de conflit d'usage pour l'assainissement de ces lagunes. Alors, la gouvernance des lagunes et des zones humides, d'ailleurs, en général, souffre de la dispersion et du chevauchement des prérogatives. Et il n'y a aucune coordination entre les différents services donc qui s'occupent de la gestion de ces espaces. La conservation des espaces naturels et les développements durables sont des slogans
dans les documents officiels et non pas des applications sur les réalités des terrains. Et suivante, s'il vous plaît. Alors, dans ce cas-là, je vais rejoindre Simon Stoff-Bocharara. Ne faut-il pas l'inscription du patrimoine naturel dans la Constitution? C'est probablement une solution. Donc c'est à vous d'en discuter. Merci pour votre attention. Adil Khrani, c'est pour vous dire merci. Voilà. Et pour montrer l'impact de la pollution dans la lagune de Bizerte.